Il y aura 130 ans demain, mourait à l'âge de 82 ans un homme dont les créations architecturales font partie de la vie de millions de Français chaque jour, puisqu'ils les voient en allant au travail ou en rentrant chez eux, ou tout simplement en se promenant ou en faisant du tourisme. Cet homme, c'est Georges-Eugène Haussmann, couramment appelé le baron Haussmann. Nous sommes en compagnie de Patrice de Montcamp, historien, auteur du livre notamment Le Paris d'Haussmann, que je vous montre pour le Facebook Live. Bonjour. Bonjour. Alors, Georges-Eugène Haussmann, né à Paris le 27 mars 1809, il est le fils de Nicolas Valentin Haussmann, protestant, commissaire des guerres et intendant militaire de Napoléon Ier. Exactement. Et ses deux grands-pères étaient députés de la Convention. Il est donc issu d'un milieu particulièrement favorisé. Oui, très favorisé. Il rencontrera d'ailleurs Napoléon Ier à l'âge de 6 ans. Il est habillé en grognard pratiquement. Oui. Et il dira à Napoléon qu'il veut être un de ses soldats. Ah oui. Et il restera bonapartiste toute sa vie. D'accord. Alors paradoxalement, il n'est pas architecte au départ, mais fait un cursus en droit, ce qui lui permet de devenir secrétaire général de préfecture à 22 ans dans la Vienne et sous-préfet à Yssingeaux à 23 ans. Il est très précoce quand même. Il est très précoce, il était très travailleur aussi, il faut reconnaître. Il était sûrement très doué. Intellectuellement, politiquement, il avait beaucoup de qualités. On lui a reproché beaucoup de défauts aussi d'ailleurs, mais beaucoup à tort d'ailleurs, parce que c'est un personnage qui était particulièrement en fait sympathique, qui était un joyeux fêtard. C'est pas du tout l'image qu'on a Du baron Haussmann, on a plutôt une image austère. Voilà, pas du tout. Celui qui a fait toutes les fêtes, qui organisait toutes les fêtes de Napoléon III pendant la fête impériale, ce qu'on a appelé la fête impériale. Et il adorait ça, il travaillait, il dormait très peu. Il travaillait tout le temps et il aimait s'amuser, il aimait beaucoup le bon vin par exemple. Ah bah justement, alors il a travaillé du côté de Bordeaux, en poste à Nérac, dans le Lot-et-Garonne. Il rencontre la bourgeoisie bordelaise. Il avait auparavant été préfet dans le Var et dans Lyon. Il devient préfet de la Gironde en 1851 et il lance ses premiers grands travaux, notamment des lignes de chemin de fer et un truc incroyable, les travaux de défense de la Pointe de Grave. Une pointe de Grave qui ne tombera pendant la Deuxième Guerre mondiale que le 20 avril 45, alors que les Alliés sont autour de Berlin. C'est absolument dingue. Ben, il avait un sens de l'urbanisme très poussé, de la défense aussi, bien évidemment. Et alors, ce qu'il faut dire, moi, ce qui m'amuse toujours quand je parle de Haussmann, c'est que c'est pas du tout le personnage qu'on a en tête. C'est pas un type de la pierre, forcément. Non. C'est celui qui a fait tous les jardins, tous les parcs de Paris. C'est quelqu'un qui aimait, on le dit, le bon vin. À Nérac, il a appris des tas de choses. Il était copain avec le préfet de Bordeaux. Nérac et Bordeaux sont pas loin du tout. Oui. Il va épouser d'ailleurs une bordelaise. Oui. Il va vivre dans toute la grande noblesse bordelaise et aristocratie d'ailleurs, parce qu'il épouse une aristocrate. Alors, justement, en 1851, il est préfet de la Gironde. C'est une année clé, puisque le 2 décembre, c'est le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, qui viendra de Napoléon III un an plus tard. Il est présenté à l'empereur par Victor de Persigny, son ministre de l'Intérieur. Il devient préfet de la Seine le 22 juin 1853. Et le 29, une semaine plus tard, Napoléon III lui confie la mission d'assainir et d'embellir Paris. Quel est le cahier des charges? Alors, le cahier des charges est absolument formidable et il fallait un type comme Haussmann pour pouvoir le réaliser quand même. Il faut savoir qu'il a réalisé tout ça en 17 ans. Il a transformé Paris fondamentalement. En fait, il a fait évoluer Paris de plusieurs siècles en 17 ans. Et Paris était une ville totalement insalubre, qui était rongée régulièrement par le choléra, entre autres. Et donc, sa mission, c'était d'assainir Paris et de l'embellir. Justement, alors, je vous redonne la parole. Sa priorité au départ, c'était l'évacuation des eaux usées, car la France a été marquée par l'épidémie de choléra de 1832, qui a fait 19 000 morts à Paris et 100 000 en France. Et alors, il a le sens du marketing, parce que cette campagne pour évacuer les eaux usées s'appelle Paris embelli, Paris agrandi, Paris assaini. Ça rappelle le discours du général de Gaulle à l'hôtel de ville 90 ans plus tard, non? Peut-être que le général de Gaulle s'est inspiré de Haussmann. C'est bien ça, oui. Voilà, exactement. Non, mais à toute cette mission, il a parfaitement réussi d'ailleurs. Paris a été complètement assaini très rapidement. Le choléra n'a plus jamais sévi à Paris depuis. Et il a embelli Paris d'une façon formidable. Il a donné de l'air à Paris, ce qui manquait justement pour lutter contre le choléra, il fallait de l'air.
Justement, on l'a oublié, mais Paris, c'était avant tout des petites rues jusqu'au milieu du 19e siècle. Il détruit les petites rues pour faire les grandes avenues. Alors, est-ce vrai que le but inavoué, c'était de voir des grandes avenues pour pouvoir tirer sur la foule avec des mitrailleuses, sachant que le pouvoir n'a pas oublié qu'on avait quand même eu 3 révolutions en 59 ans, 1789, 1830, 1848. Je vois que en disant ça, vous avez été bien le cerveau lavé par les anti-bonapartistes de la Troisième République. Ah mais c'est ce qu'ils disent, c'était là. C'est eux, bien sûr. C'est une rumeur mondaine. Oui, non, mais tout à fait. Bon, non, c'est faux. D'abord, c'est un peu aberrant de dire ça. Il faut savoir que toutes les capitales à l'époque étaient tenues par des empereurs, des rois, des trucs comme ça, et le service de l'ordre à l'époque n'était pas celui d'aujourd'hui. Alors, pour la ligne droite, quand même, un exemple, puisque le roi de la ligne droite, soi-disant, le démolisseur de tout, c'est soi-disant pour faire circuler l'armée. Bon, la plus grande rue, c'est la rue de Rivoli, la plus longue, la plus droite. Oui. Pourquoi est-elle droite? Tout simplement parce que le premier projet était de tourner à droite de la rue de Rivoli, après avoir contourné le Louvre, devant la cour carrée du Louvre, et puis rejoindre, ça c'était les architectes de la Révolution qui avaient prévu ça, et rejoindre la rue Saint-Antoine, comme ça, par une espèce de biais. Et il fallait passer à travers une église, Saint-Germain-l'Auxerrois, une des plus anciennes églises de Paris. Okay. Et donc Haussmann décide de la faire droite pour sauver Saint-Germain-l'Auxerrois, d'où avait été sonné le tocsin contre les protestants. Et donc il disait, si j'avais abattu en plus cette église, on m'aurait accusé de vengeance. Comme il était protestant. Alors c'est lui qui est en Paris jusqu'à ses limites actuelles sur l'enceinte de Thiers et qui crée les grands parcs comme les Buttes de Chaumont, Montsouris, Monceau, etc. Bien sûr, Bois de Boulogne, Bois de Vincennes aussi, il les crée pas mais il les réaménage complètement d'une façon fantastique. Alors si Haussmann avait bien écouté Napoléon III, le Grand Paris aurait été jusqu'à Saint-Germain-en-Laye, jusqu'à Marne-la-Vallée à l'est. Ah oui. Ok, mais ça n'a pas été fait. Haussmann lui a dit step by step, on y va doucement. Mais s'il l'avait fait, il n'y aurait pas eu les problèmes de 1940, 1950. Je veux dire, la reconstruction de la France aurait été déjà reconstruite. Parce qu'ils avaient un don pour ça, c'est qu'ils n'isolaient pas les lots. Quand ils vont agrandir Paris en 1860, en intégrant plus de 27 villes, toutes les villes réunifiées à Paris vont être connectées entre elles par le train de Petite Ceinture, par les boulevards des Maréchaux. D'accord. Et donc les villes n'étaient pas isolées, elles restaient parisiennes. Mais il n'est pas resté que parisien, il a urbanisé de grandes villes françaises comme Toulouse, Lille, Marseille, Lyon, Toulon et même Alger, qui était alors française. Son influence a même traversé les frontières Barcelone, Stockholm, Istanbul, Le Caire, Rome, Bruxelles ou Madrid. Oui, bien sûr, tout à fait. Bruxelles, par exemple, le grand boulevard de Bruxelles et ça. Et il y avait le grand architecte nazi de Hitler voulait reconstruire. Albert Speer. Voilà, Albert Speer, exactement, voulait reconstruire Berlin sous le nom de Germania. Voilà, et sous le modèle haussmannien. Il a influencé toute l'Europe. On a oublié une chose sur lui, il a en même temps que préfet embrassé une carrière politique, puisqu'en 1857, il est élu sénateur de la Corse, tout en restant préfet de la Seine. Il le restera d'ailleurs jusqu'à la chute de l'Empire le 4 septembre 1870, et il sera député du même département de 1877 à 1881. C'est surprenant d'être préfet de la Seine et député ou sénateur de la Corse, non? Oh, bah c'était d'autres usages à l'époque. Hein. Vous aviez un de ses grands copains, demi-frère de Napoléon III qui s'appelait Morny, qui a fait des affaires qui étaient formidables au point de vue politique, mais aujourd'hui, il serait il aurait des problèmes politiques aujourd'hui. Alors justement, ironie de l'histoire, son père travaillait avec Napoléon Ier, lui avec Napoléon III. C'est une ironie de l'histoire quand même, non? Oui, parce que c'est pas du pistonnage en plus. Pas du pistonnage. C'était à la valeur, là. Il a été reconnu à la valeur. Bon, il faut dire qu'en 1851, quand le futur Napoléon III, c'est président de la République, visite Bordeaux, Haussmann est le premier à faire hurler dans la ville « Vive l'Empire ».
Ah oui. Donc Napoléon III peut s'en souvenir et Persigny aussi quelques temps après. Absolument. Alors un livre où il y a plein d'images d'époque, même des photos évidemment en noir et blanc. Le Paris d'Haussmann, c'est publié aux éditions du Mécène de Patrice de Montcamp qu'on avait le plaisir de recevoir ce matin. C'est passionnant, le baron Haussmann, ça fera 130 ans demain qu'il nous a quittés et il a profondément changé nos vies. Merci beaucoup. Merci. Dans la prochaine demi-heure, le livre du dimanche, Histoire d'un cœur à cœur ouvert de Claire Nouvelle-Rousselot. Elle raconte son opération à cœur ouvert. C'est vraiment très poignant, c'est un très beau message de vie pour ce premier grand matin week-end que j'ai le plaisir d'animer en 2021. Ensuite, on aura la sélection musicale de Bruno Dubois, il y a du très lourd. Et enfin, on parlera avec Jérôme Sainte-Marie, fondateur de Polling Vox, du bannissement de Donald Trump de Twitter. On se posera la question, tiens, si un candidat à la présidentielle était banni dans un an, qu'est-ce qu'on ferait? Restez bien avec nous sur Sud Radio.